Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier live du MOOC Agroécologie. Alors ce live va avoir un format un petit peu différent des précédents. Vous l'avez compris, sur cette dernière séquence, c'est vous qui êtes devenus des experts de l'agroécologie à travers le partage des enquêtes. C'est-à-dire tout ce que vous avez appris pendant les 4 premières séquences du MOOC, vous avez pu le mettre à l'épreuve sur le terrain pour faire ces mini-enquêtes et surtout pour les partager entre vous au cours de cette semaine. Ce qui fait que chacun d'entre vous, participants, avait eu cette opportunité de mener une enquête et surtout de la partager et de devenir du coup les experts de votre propre enquête. Alors pour rester dans la continuité, on va avoir un format de live un petit peu différent, c'est-à-dire que ce ne sont plus les étudiants qui vont interroger tel ou tel expert, c'est moi donc qui vais interroger les étudiants qui sont devenus des experts, on peut le dire, assumés, de l'agroécologie et qui ont donc choisi pour vous 4 enquêtes parmi toutes celles qui ont été partagées et discutées. Donc en fonction de leur goût, de ce qui leur plaisait, de ce qu'ils avaient envie de vous dire. Et donc ils vont aujourd'hui vous présenter ces enquêtes, vous dire ce qui leur a plu. Et puis on va, à partir de ce matériau que vous avez construit, finalement échanger sur ce qu'il signifie, sur ce que ça veut dire de mettre en œuvre concrètement l'agroécologie dans ses différentes expériences. Donc pour ça, je suis entouré de Laura Afria. Donc Laura est ingénieure agronome, enfin étudiante ingénieure agronome, en césure. Alors les césures, c'est au cours de leur scolarité, ils peuvent prendre une pause d'1 an pour aller faire des stages ou faire des semestres académiques dans d'autres universités. Et donc Laura est partie faire un stage sur une ferme urbaine en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Tu pourras nous en dire un mot éventuellement, mais surtout pour nous parler de l'enquête. Ferdaous Rezgui, qui est étudiante aussi toujours en 2e année du diplôme ingénieur agronome, Ferdaous est tunisienne d'origine, et donc elle est l'image aussi de la diversité du public et des étudiants au niveau de Montpellier Supagro. Jean, à ma gauche, Jean Béliard, qui lui aussi a fait une césure, donc est parti travailler au laboratoire INRAD d'Antibes sur des thématiques de biocontrôle. Oui, exactement. Parfait. Et puis Candice Vionnet, pour finir, qui est aussi étudiante, ingénieure agronome et qui est très intéressée par l'élevage, a choisi une enquête en lien avec cette thématique-là. Voilà, donc 4 étudiants, 4 enquêtes. Donc je vais vous interroger on va discuter les uns après les autres. Donc on commence par toi, Laura. Tu as choisi donc une enquête faite sur une ferme urbaine collective en permaculture. Donc je te laisse nous en dire un peu plus. Oui. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la ferme donc, qui est l'Oasis citadine de Fourgègue, donc à Montpellier. C'est une ferme, donc cette enquête elle a été réalisée avec une interview d'un des principaux fondateurs de la ferme, donc Sébastien Giraud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse aussi sur la viabilité économique de cette ferme. Et donc il y a, on va dire, 3 points clés qui ont été analysés. L'aspect social de la ferme, donc, puisque l'objectif principal, c'est réellement de créer une connexion entre les citoyens de la ville et donc l'agriculture, avec beaucoup avec un accès avec des formations pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'agriculture durable. Il y a aussi un aspect économique qui est intéressant, avec une économie donc, qui est basée sur le collaboratif et donc avec un financement qui est principalement fait par les citoyens. Et puis, il y a le dernier aspect, permaculture, qui s'inscrit là plus dans des pratiques agricoles qui s'inscrivent dans l'agroécologie et le respect de l'environnement. Voilà, je pourrais vous en dire un peu plus. De toute façon, après, par rapport à toutes ces enquêtes, vous pouvez bien sûr continuer à regarder sur le MOOC pour en savoir plus. Ouais. Ce qui m'intéresse plus, plutôt que tu détailles, c'est de se dire finalement pourquoi tu as choisi cette enquête, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ou accroché ou intrigué dans cette enquête? Moi, c'est vrai que cette enquête, elle a vraiment résonné avec le premier stage que j'ai fait, qui était un peu sur le même principe, une ferme urbaine, mais qui était axée sur l'aspect social, puisque la ferme dans laquelle j'ai travaillé essayait de permettre aux jeunes en difficulté d'avoir une réinsertion sociale via la ferme urbaine. Et là, c'est vrai que dans cette enquête, j'ai trouvé que l'aspect social était prédominant,
puisque l'objectif, c'était pas un objectif réellement de production, mais l'objectif, c'était de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'était que l'agriculture, la permaculture, et leur montrer que chacun, en fait, pouvait appliquer ces principes-là chez eux, dans leur jardin. Et donc, la forte sensibilisation des citoyens, c'est ça qui m'a le plus touchée, moi, dans cette enquête. Et du coup, est-ce que tu as trouvé des similitudes avec ce que tu avais vu en Nouvelle-Zélande ou au contraire des choses, des approches qui sont complètement différentes? Enfin, qu'est-ce que tu... Alors des similitudes, oui, beaucoup, notamment avec en Nouvelle-Zélande, il y avait des journées portes ouvertes où n'importe quel passant qui venait voir la ferme pouvait pendant 1-2 heures aider et puis discuter avec nous sur ce que c'était que de faire pousser des fruits, des légumes. Mais l'aspect un peu différent, c'est sur le financement. En Nouvelle-Zélande, c'était principalement des dons d'entreprises ou bien des dons du gouvernement, alors que ici, c'est vraiment, donc à Montpellier, c'est vraiment c'est via des animations, via des formations que la ferme est viable économiquement. Donc c'est intéressant de voir que du coup l'approche est différente par rapport à la place des citoyens dans cette ferme. Et la production joue un rôle aussi pour la viabilité économique, où on peut se dire finalement c'est le support de la formation avant tout, ou est-ce qu'elle participe quand même à l'équilibre financier de la ferme? Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est que les fondateurs ne sont pas du tout rémunérés grâce aux paniers bio qu'ils vendent, donc pas grâce aux fruits et légumes qu'ils vendent, mais vraiment uniquement grâce aux animations et aux formations qu'ils proposent. Donc visiblement, non, la production agricole, c'est plus un support, on va dire, éducatif pour avoir accès donc après à un financement de la part des citoyens. Et ça, c'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu nous dis, c'est de voir comment ces fermes agroécologiques sont aussi un support pour inventer des nouveaux modèles économiques de viabilité, parce que il y a toute une palette de façons de faire entre ceux qui vivent de leur production, et souvent en zone rurale, c'est ça la condition. Alors, il peut y avoir des visites à la ferme ou des accueils à la ferme aussi qui transforment l'activité, mais juste à quelque chose finalement où ce que tu dis, la production, elle passe presque en second plan par rapport à une autre activité qui est celle de la formation et celle de donner un sens et un lien pour les citadins à la nature, à l'agriculture, à la production qui est représentée ici. Donc ça, c'est... Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui explique Sébastien Giraud dans l'interview, c'est que en fait, l'agriculture urbaine ne remplacera jamais l'agriculture rurale parce qu'on ne pourra jamais produire autant et parce que en fait, les buts sont différents. Et l'aspect social dans l'agriculture urbaine, c'est quelque chose de primordial, alors que dans l'agriculture rurale, on est plus sur un aspect de production, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ce parallèle-là. Je vous propose du coup de passer à l'enquête qu'a choisi Ferdaous, parce qu'on va rester sur le même thème de l'agriculture urbaine, mais dans un autre contexte, puisqu'elle se passe à Madagascar. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai choisi de parler de la ferme Mama Bio, située à Madagascar. Donc, cette enquête a été faite par Ramanatouanina, désolée pour la prononciation. Donc, cette ferme elle est située à une dizaine de kilomètres de la capitale Antananarivo. Donc, elle est spécialement à vocation maraîchère et elle regroupe plus qu'une trentaine de membres, spécialement des femmes. Donc, généralement, c'est ça. Et donc, les activités de cette ferme, c'est quoi? Tu dis, elles font de la production maraîchère. Ouais. Et est-ce que tu dis que ça regroupe surtout des femmes, c'est-à-dire que ça a été fondé par une association de femmes, ou est-ce que sur l'enquête il y a ces informations? Pas tout à fait, mais il y avait vraiment pas mal d'étapes dans la vie de la ferme, et donc j'ai pas pu trouver qui a fondé la ferme au début, mais elle était un affilié d'une autre ferme, et après ils sont séparés, et donc je sais pas pour la formation, mais maintenant c'est une ferme qui regroupe presque la plupart des femmes. Et là, par contre,
à Antananarivo, la question de la production et de l'alimentation issue de cette ferme est, j'imagine, beaucoup plus importante que ce que nous a présenté Laura juste avant, parce qu'il y a aussi une question de sécurité alimentaire qui est sans doute peut-être plus forte à Antananarivo qu'à Montpellier. Est-ce que... Oui, je pense, mais là, la ferme, donc les membres de la ferme, ils ne produisent pas pour eux-mêmes, mais pour les vendre à des grandes surfaces dans la capitale. Ok. Et je pense pas que voilà, les gens sont, sont capables de payer pour des produits bio, puisqu'ils sont généralement un peu plus chers que les produits normaux. D'accord. Donc on a une production effectivement en agriculture biologique sur cette ferme. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des éléments dans le reportage qui ont attiré ton attention Oui, bien évidemment les pratiques agroécologiques qu'ils font. C'était bien de trouver voilà, l'application des pratiques qu'on a regardées dans le MOOC. Donc il y en a des gens qui font vraiment ça, c'est dans les pays du Sud, c'est pas donc, au Nord. Et par exemple, je peux citer des trucs que je découvre pour la première fois, c'était les lombricomposts. Ce sont des composts à base de vers de terre, les lombriques. Donc c'était intéressant de connaître ça. Voilà, donc ils font des associations. On a eu la séquence sur les cultures associées. Ils font les plantes aromatiques pour à un effet insectifuge. Donc c'est bien. Ils font pas mal de pratiques agroécologiques. C'est clair. Et c'est vrai que pour avoir aussi pas mal travaillé avec Madagascar, effectivement, il y a aussi une créativité, une innovation qui se fait dans des contextes extrêmement contraints, avec effectivement un accès notamment aux engrais qui est assez limité. Et puis là, en plus, voilà, la volonté d'avoir une production en agriculture biologique, parce que je pense que quand on parle de la question de la nutrition et de la sécurité alimentaire, il y a bien sûr les questions de quantité qu'il faut pouvoir aborder, mais également les questions de qualité, et de pouvoir offrir une alimentation saine est vraiment quelque chose de très important. Et je sais qu'il y a aussi une autre expérience à Antananarivo pour permettre aussi à des gens de faire pousser des fruits pour leur autoconsommation, enfin des fruits et légumes, surtout des légumes d'ailleurs, pour leur autoconsommation. Dans des bacs, tu vois, des sacs de riz par exemple, où on met du compost, etc. Et c'est vraiment pour s'alimenter eux-mêmes et pour finalement avoir les vitamines et tout ce que peut apporter les légumes dans leur propre alimentation, en faisant pousser ça dans des cours d'habitation ou dans des lieux qui ne sont pas dédiés à l'agriculture. Et je pense que c'est assez complémentaire effectivement de ce que tu dis. C'est pas seulement avec l'agriculture, c'est tout un mouvement, ça s'appelle l'Adi Agassi. Donc rien ne se perd, ils font pas mal de trucs avec les déchets que d'autres gens peuvent dire c'est plus utilisable. Donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font. Avec le minimum possible, elles arrivent, les femmes, à produire et être actives dans la société. Et un autre facteur, je pense que c'est une ferme avec un lien social très important parce que les femmes sont la plupart analphabétiques. Donc avoir la volonté d'apprendre et à produire biologiquement, c'est pas facile, mais elles ont parvenir à faire ça. Ouais, bel exemple que tu nous rapportes. Merci. Donc là aussi, je vous invite n'hésitez pas à aller voir ces enquêtes et d'autres sur le site du MOOC. Donc on va quitter un peu le maraîchage avec toi, Jean, pour aller vers les vergers. Exactement. Donc je vais vous présenter un projet qui a été proposé par Mathieu Nog, qui est ingénieur en agroalimentaire. Et c'est autour en fait d'un verger citoyen en permaculture qui se trouve au niveau de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc en région parisienne. En région parisienne, exactement. Et donc, il a réalisé pour cela un entretien avec Hervé Mauclerc, qui est en fait la personne à l'origine de ce projet. Et donc, il s'agit... Hervé Mauclerc savait qu'il y avait un ancien verger plus ou moins à l'abandon à proximité de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et donc, en 2014, lorsque le parc naturel régional a lancé une campagne en fait, de greffe d'arbres pour ce verger, justement, Hervé Mauclerc a eu l'idée de prolonger, on va dire, ce projet pour faire revivre le verger et le tout avec des pratiques agroécologiques. Donc l'idée c'est de justement, avec
des bénévoles de replanter le verger, de réentretenir le verger, le tout pour avoir une production donc en fruits divers, une production locale qui viserait, bon pour l'instant le verger est assez récent donc la production est pas significative, mais donc qui viserait à apporter de la production tout d'abord pour les membres qui participent à l'entretien du verger, et puis par la suite, pourquoi pas fournir par exemple les écoles, ou même si la production est suffisante, de devenir fournisseur d'AMAP, donc c'est-à-dire d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, voilà le projet. C'est un beau projet aussi. Et on voit dans ces 3 premiers projets, on voit que des lieux comme ça de production sont également des lieux de mise en relation, d'accord, de différentes personnes, de différents collectifs qui se retrouvent sur ces projets-là et qui interagissent. Totalement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Ce que j'ai apprécié, c'est l'idée qu'on a justement beaucoup de thèmes qu'on a vus en agroécologie, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la production, donc viser une production de qualité locale, même si la production ici c'est pas l'aspect principal, il y a tout ce qui est utiliser la diversité. Par exemple, je sais qu'il compte promouvoir entre guillemets l'utilisation de variétés anciennes qui sont peut-être moins utilisées de nos jours. Il y a l'idée d'utiliser des ruches pour favoriser la pollinisation, la création d'une mare aussi pour développer la biodiversité à ce niveau. Donc il y a tout l'aspect utiliser la diversité, utiliser des processus naturels, on va dire, pour permettre une agriculture, pour permettre des pratiques agroécologiques. Et il y a tout ce qui est aussi l'aspect social, puisque c'est des bénévoles donc, qui vont venir aider. Donc ça peut être, je sais pas, il peut y avoir des visites du verger. Et tout ça, c'est important puisque ça va, un peu comme dans le projet de Laura, il y a l'idée de sensibiliser à l'agriculture plus que viser une production importante. C'est aussi cette idée de se reconnecter peut-être à l'agriculture, des personnes qui n'auraient pas forcément l'occasion de s'y confronter. Et donc tout cet aspect social, ça crée aussi du lien humain, etc. C'est très, très intéressant, j'ai trouvé. Oui, puisque je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement cet aspect de se reconnecter à l'agriculture, mais aussi de se reconnecter à l'alimentation. Il y a ce que tu dis avec des variétés anciennes ou oubliées, de pouvoir goûter et te dire, même si... et de redécouvrir finalement cette diversité cultivée qui a peut-être été un petit peu perdue, où on a moins de diversité effectivement sur les étals. Et ça, c'est... Et c'est vrai que ça renvoie aussi au fait de dire... finalement, quand on goûte cette diversité, quand on goûte des bons produits, par exemple, ou des tomates qui ont un autre goût que celles que l'on achète, eh bien, on change aussi sa manière d'acheter. Ouais. Et je pense que c'est ce que les 3 expériences que vous donnez sont des expériences plutôt urbaines. On verra après qu'on va aller un peu plus dans une expérience plus rurale. Mais en tout cas, ces 3 expériences-là, elles montrent à la fois l'importance, effectivement, de recréer le lien à l'agriculture, le lien à la nature pour des personnes qui en sont peut-être un peu éloignées, mais également derrière de reconnecter aussi avec une alimentation qui soit équilibrée, on en a parlé, mais qui soit diversifiée, avec des goûts oubliés, etc. Et que quand on se reconnecte comme ça, finalement on achète différemment, on est plus sensible à acheter des produits par exemple en bio, ou à acheter des produits ou certaines variétés qui sont un petit peu moins jolies, mais qui ont un goût incomparable. Oui, totalement. Je pense que c'est aussi un des objectifs, encore une fois, comme un peu dans le projet de Laura, plus que la production, même s'il y a eu cette idée de fournir une alimentation de qualité, c'est vraiment de sensibiliser les gens à cette démarche. Ouais. Je pense que c'est... Et puis avec aussi le verger, on rentre sur des dynamiques de temps qui sont plus longues que ce que l'on a vu en maraîchage. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette phase de la mise en place du verger, et puis après, de monter en puissance, et on sent effectivement dans ton projet que ça va s'épanouir peut-être dans quelques années et monter en puissance par la suite. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités de biocontrôle dans ce verger pour faire le lien avec ce que tu as de biocontrôle. Excuse-moi, c'est le jeu. Ça, c'était la question. Bien. Alors, pour les arbres fruitiers, je ne sais pas précisément ce qui est utilisé en termes de biocontrôle. Après, pareil, je ne sais pas non plus quels arbres fruitiers sont présents, mais bien entendu, si forcément ils sont confrontés à un ravageur, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais qui serait, dont on connaît, dont on a étudié, dont il y a des études qui ont été faites en termes de biocontrôle,
Bien sûr, je suppose que ce serait dans la logique du projet Mhm. de penser à ça. Je ne sais pas, par exemple, utiliser de la confusion sexuelle, des choses comme ça. Ouais. Et Après, je ne surtout, sais pas voilà, surtout précisément sur les, quels arbres fruitiers on voilà, trouve. sur les fruits où il y a beaucoup de... Parce que toi, dans ton stage, tu avais travaillé sur un ravageur particulier On a travaillé en fait sur des trichogrammes, Mhm. donc pas des ravageurs en soi, mais qui vont lutter. Ce sont des petites guêpes en fait parasitoïdes qui vont donc pondre qui vont parasiter les œufs des ravageurs Mhm. et donc empêcher la prolifération des ravageurs. Ouais. Donc moi c'était précisément sur des trichogrammes, une souche de trichogramme particulière. D'accord. Donc c'était pas sur le biocontrôle en général. Oui, non, mais ça, dans le cadre d'un stage, Ouais. on est obligé de se concentrer. Merci Jean. Candice. Qu'est-ce Donc que là, tu- on va continuer un petit peu sur cette thématique de l'arboriculture, puisque moi, je vais vous parler d'une association en fait entre l'arboriculture et l'élevage. Donc c'est la ferme de Quentin dans les Ardennes, qui est en reconversion professionnelle. Il a repris une ferme qui est en conversion à l'agriculture biologique et en développement. Il possède en effet donc environ 100 hectares cultivés, donc il a une partie culture orge, triticale, pois, vesse et avoine. Il y a aussi 1 hectare de verger. Donc c'est un stade de pré-verger, donc pour l'instant le verger n'est pas productif. Parce qu'il vient d'être planté. Voilà, il vient D'accord. d'être planté, donc les arbres ne produisent pas encore de fruits, mais à terme ça servira à produire du jus de pomme. Il y a aussi donc des prairies humides, et en fait il y a une association entre cette partie végétale avec 2 troupeaux, un troupeau de vaches au braque valorisé en vente directe et un troupeau de moutons de la race roux d'Ardenne sur lequel le reportage était focalisé. Donc pour l'instant le troupeau est très petit puisqu'il y a seulement 10 brebis et 2 mâles, mais à terme l'objectif c'est que les brebis entretiennent le verger. Bon, pour l'instant d'après l'éleveur les brebis sont plutôt de vrais castors et ont tendance à plus manger les arbres qu'à contrôler la pousse de l'herbe, mais Ça, c'est le problème de la biodiversité. Hein. Parfois, Voilà. elle fait... Mais donc il y a cette idée d'association entre les deux et que donc les animaux sont dehors toute l'année. Parce que c'est une race qui est assez rustique C'est pour une pouvoir race vivre. rustique Ouais. et locale. Mhm. Donc c'est une race qui supporte bien le froid, qui a Mhm. de bonnes capacités d'agnelage, qui valorise bien la végétation locale. Mhm. Et donc les brebis sont dehors toute l'année et sont une partie du temps dans les vergers pour donc les nourrir, mais ça permet aussi de fertiliser le verger et de l'entretenir au niveau de la pousse de l'herbe. Donc il y a vraiment cette idée de complémentarité entre les deux, et pendant l'hiver, les brebis sont complémentées avec les céréales et le foin produits sur l'exploitation. Et d'ailleurs, je peux peut-être enchaîner tout de suite sur... Oui, parce on connaît ton goût pour l'élevage, mais finalement, donc Ouais. je comprends bien pourquoi tu as choisi Ouais. une exploitation sur l'élevage, mais qu'est-ce qui, finalement, par rapport à ce que tu connaissais, ou qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce qui t'a plu dans cette enquête? Ce qui m'a vraiment plu, c'est l'association entre les deux, entre l'élevage et les cultures, et le fait que, oui, donc les échanges sont réciproques. Ça sert à la fois pour la partie végétale à lutter contre la pression des adventices ou mauvaises herbes, mais aussi donc les arbres serviront d'ombrage pour les animaux. Les animaux, ça va être une source de nourriture pour l'herbe. Et puis voilà, il y a cet entretien du verger. Il y a aussi des services écosystémiques associés, c'est-à-dire des services culturels, puisque les animaux permettent d'entretenir le paysage. Par le biais du pâturage des prairies, il y a aussi cette idée de conservation de la biodiversité. Quand le pâturage exerce une pression moyenne, on va dire, sur les prairies, il y a une augmentation de la biodiversité par rapport à une absence de pâturage, donc c'est intéressant. Et aussi une séquestration du carbone, enfin voilà, des services environnementaux et culturels aussi associés à ce type d'élevage.
Et bien sûr, ce qui est très important, je trouve, c'est l'utilisation de cette race locale, puisque ça permet déjà de bien valoriser la végétation locale, de bien valoriser ses ressources alimentaires, mais aussi c'est une conservation du patrimoine génétique. Et c'est le fait d'avoir ces races comme ça qui sont locales et adaptées au milieu, ça permet de mieux gérer la santé animale. Et ça, c'est un des piliers, un des fondements de l'agroécologie, par Dumont, par exemple. C'est parmi les 5 principes fondateurs de l'agroécologie, on retrouve cette idée de gestion intégrée de la santé animale. Donc je pense que cet élevage s'ancre bien dans l'agroécologie. Et ce n'est pas seulement produire des denrées alimentaires, c'est aussi rendre des services. Nourrir une population locale grâce à la vente directe aussi des produits. Oui, on retrouve finalement des thèmes finalement que l'on a discuté sur cette. C'est pas simplement produire, c'est avoir une palette, une diversité de services que l'on voit s'exprimer à travers vos quatre exemples. Et puis, ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est cette notion de mise en relation. À chaque fois, finalement, on s'appuie sur des collectifs, ces projets agroécologiques sont une occasion de mettre en relation. Par rapport à toi aussi, c'est une relation entre les productions, tu vois, comme tu l'as très bien exprimé, et puis une relation aussi à l'animal. Tu vois, et de se dire que l'animal trouve finalement sa place dans la relation homme-animal. Il y a des choses très, très belles qui peuvent se jouer, l'homme et l'animal ont évolué ensemble depuis des millénaires. Et justement, remettre l'animal au cœur de ces équilibres, de cette manière de trouver des systèmes qui recyclent, qui innovent en agroécologie. Ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce que... On peut peut-être parler d'ailleurs d'un film qui est sorti récemment, oui. Qui met en avant l'élevage paysan. Donc c'est un lien qui nous élève. Je trouve que c'est intéressant de ne pas se dire seulement... ce côté élevage industriel pour les productions animales, ça c'est la version plus récente finalement de l'élevage, mais initialement l'animal sert à un tas de choses. En plus de ça, c'est aussi utilisé pour la traction animale, pour la fertilisation, le contrôle des adventices. Je veux dire, c'est un ensemble de choses et je pense qu'il y a des moyens de promouvoir cette agriculture paysanne qui est très intéressante et là-dessus, donc il y a un film que vous pouvez regarder. Mais peut-être aussi on pourra, parce qu'on était ensemble effectivement à une manifestation organisée par Supagro qui s'appelle Culture Science, où il y avait une projection et un débat autour de ce film la semaine dernière. On mettra en ligne sur le MOOC le lien pour ceux qui veulent assister au débat et effectivement c'est un film qui est extrêmement beau sur cette relation et sur ce qui se dit derrière et en quoi cette relation aussi peut être une source d'innovation agroécologique. Merci à vous 4 pour ce témoignage, pour votre analyse, pour ce que vous avez apporté. Donc on arrive au bout de cette aventure du MOOC agroécologie avec ce dernier live, avec cette dernière session qui se termine. Voilà, je voudrais au nom de toute l'équipe pédagogique, toute l'équipe technique, toute l'équipe audiovisuelle qui nous a accompagnés, vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à pouvoir conduire cette 4e session du MOOC. Je voudrais particulièrement aussi remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés, celles qui sont derrière, ici, Christophe, Sébastien, Sarah, qui nous aident et qui nous accompagnent tout au long de ce MOOC. Remercier les étudiants, parce que là, on vous avait fait jouer le rôle d'intervieweur, là on vous fait jouer le rôle d'expert et vous l'avez fait à merveille. Et on espère finalement que cette aventure va vous permettre, à chacun, de jouer les rôles qui vous plaisent dans votre environnement, de pouvoir découvrir à partir de ce que vous avez appris sur l'agroécologie, comment concrètement pouvoir la mettre en œuvre, comment porter un autre regard peut-être sur les évolutions du monde qui sont quand même très complexes, avec beaucoup d'enjeux actuellement et que ça vous aura servi à la fois pendant ces 6 semaines ensemble, mais également pour la suite de votre trajectoire. Donc n'hésitez pas à continuer aussi à échanger sur les forums, ils vont rester encore ouverts quelques semaines. Et puis n'hésitez pas aussi à faire de la pub pour le MOOC si d'autres personnes sont intéressées. Nous reprendrons l'année prochaine une session du MOOC avec d'autres étudiants et avec des contenus sans doute enrichis
Parce que vous savez, on a mis en place une version anglaise, on a mis en place une version espagnole qu'on a adaptée à des contextes différents avec des collègues des États-Unis ou d'Argentine. Voilà, pour l'an prochain, on va aussi utiliser toute cette ouverture qu'a permis le MOOC agroécologie à d'autres expertises, d'autres compétences à travers le monde pour pouvoir enrichir les contenus et continuer à faire vivre cette formation. Voilà, donc merci à tous. Cette année, c'est vous qui avez fait vivre cette formation et on vous dit bonne suite et à très bientôt. Au revoir.